Une fois de plus, Hafid Derraji n'a pas manqué son coup. Le voilà qui revient en pleine lumière, secouant la scène médiatique maghrébine avec ses déclarations au vitriol et ses positions tranchées, faisant vibrer la rue comme une corde sensible. C'est après la diffusion d'images apparemment anodines à la frontière entre l'Algérie et le Maroc que la tempête s'est levée. Ce qui ressemblait à un banal fait divers a rapidement pris l'allure d'un manifeste implicite, réveillant les lignes de fracture invisibles mais bien réelles entre médias, politiques et perception collective. Une fois de plus, Hafid Derraji n'a pas manqué son coup. Le voilà qui revient en pleine lumière, secouant la scène médiatique maghrébine avec ses déclarations au vitriol et ses positions tranchées, faisant vibrer la rue comme une corde sensible. C'est après la diffusion d'images apparemment anodines à la frontière entre l'Algérie et le Maroc que la tempête s'est levée. Ce qui ressemblait à un banal fait divers a rapidement pris l'allure d'un manifeste implicite, réveillant les lignes de fracture invisibles mais bien réelles entre médias, politiques et perception collective. Pour beaucoup, il ne s'agissait ni d'un dérapage isolé, ni d'un simple coup de chaud. Non. Ce fut perçu comme un baromètre, grandeur nature, pour jauger l'humeur des Marocains et sonder leur tolérance face à l'introduction de symboles pro-israéliens dans un espace encore viscéralement attaché à la cause palestinienne. Une cause qu'ils refusent de troquer, même contre 1000 promesses de modernité. Dans le tumulte ambiant, la voix de Hafid Derraji a retenti comme un coup de tonnerre. Droite, tranchante, sans appel. Il n'a pas mâché ses mots. En s'adressant à la conscience collective des peuples qui refusent de piller, il a dressé un mur entre foi et idéologie. D'un côté, le judaïsme, respecté en tant que spiritualité millénaire. De l'autre, le sionisme, qu'il dépeint comme une entreprise de domination aux allures coloniales. À ses yeux, voir flotter le drapeau israélien sur un sol maghrébin, Maroc inclus, revient à une provocation déguisée, inacceptable tant sur le plan moral que populaire, peu importe la confession de ceux qui le hissent. Selon lui, Israël n'est pas le porte-voix des Juifs, mais l'incarnation d'une ambition territoriale dissimulée sous un vernis diplomatique. Et pour une frange grandissante de l'opinion, ce genre de gestes symboliques ne sont que les premières étapes d'une stratégie bien huilée. Banaliser les drapeaux aujourd'hui pour mieux faire passer les intérêts demain. Jusqu'où? Nul ne le sait. Hafid Derraji, suivi par ceux qui partagent sa lecture des faits, a braqué les projecteurs sur une question qui dérange. À qui profite réellement la normalisation? Tandis que les défenseurs de ce rapprochement Maroc-Israël crient victoire en évoquant une prétendue montée en grade sur l'échiquier diplomatique mondial, les sceptiques, eux, grattent sous la surface. Le Maroc aurait-il tant à offrir, au point qu'Israël y trouve un intérêt stratégique? Que peut bien espérer une puissance régionale aguerrie d'un pays encore en quête de développement, sans ressources excédentaires ni poids économique décisif? C'est là que la méfiance prend racine. Car certains vont plus loin, avançant une théorie que d'autres préfèrent ne pas entendre. Israël ne chercherait pas uniquement un partenaire, mais un point d'ancrage durable dans le Maghreb. Une base de repli potentiel au cas où les lignes de force mondiales se redessinent brutalement. Et les drames vécus en Palestine ne seraient, dans cette optique, qu'un avertissement prémonitoire. À méditer. Au milieu des polémiques et des discours enflammés, une image a cristallisé toutes les attentions. Celle d'un militaire algérien posté à la frontière. Pour beaucoup, ce moment a parlé plus fort que n'importe quel communiqué officiel. Là où certains n'ont vu qu'un geste ordinaire, d'autres ont perçu une déclaration silencieuse de souveraineté, nette
et sans détour. En Algérie, cette attitude a été saluée avec fierté, comme le reflet d'un pays entier se reconnaissant dans la posture de l'un des siens. La réponse implicite adressée aux voisins marocains a été jugée lourde de sens, presque solennelle. Ce signe, minime en apparence, a été interprété comme la preuve d'une armée en alerte, lucide et prête, mais surtout comme un rappel clair. Certaines lignes ne se franchissent pas lorsqu'il s'agit d'honneur national. Selon cette lecture, le message aurait aussi brouillé les calculs de ceux qui espéraient pousser Alger à la faute ou jauger sa capacité d'endurance. Hafid Deradji, fidèle à son franc-parler, a remis sur la table un mot qui divise, Kabrana. Ce terme, souvent lancé comme une pique dans les débats houleux, n'a pourtant rien d'une insulte aux oreilles de nombreux Algériens. Bien au contraire, il est perçu comme un hommage, un clin d'œil respectueux à ces hommes en uniforme qui ont tout risqué pour arracher leur pays à l'emprise coloniale. Pour Deradji, l'armée en Algérie n'est pas une entité distante ou étrangère à la population. Elle en est l'extension directe, la traduction concrète d'un peuple debout. Dans cette vision, chaque citoyen est soldat en puissance, dans une nation qui ne plie le genou devant rien, si ce n'est devant Dieu. Évidemment, ce genre de déclaration enflamme les détracteurs d'Alger, qui y voient une glorification déplacée. Mais pour une grande partie de la société algérienne, ce discours sonne comme une vérité profonde, presque sacrée. L'armée, c'est le bouclier ultime, et parfois le seul, contre toute menace extérieure ou trahison intérieure. Hafid Deradji, fidèle à son style incisif, n'a pas manqué de pointer ce qu'il perçoit comme une hypocrisie flagrante venant de certains journalistes marocains. Ces derniers se drapent dans les grandes valeurs de souveraineté et de fierté nationale, tout en dénonçant le prétendu pouvoir des militaires en Algérie, en oubliant, comme par enchantement, que leur propre chef d'État est lui-même à la tête des forces armées. Pour Deradji et ses soutiens, cette incohérence trahit moins une passion pour la démocratie qu'un agenda politique bien huilé. Derrière ces attaques, il voit davantage une mise en scène médiatique qu'un véritable plaidoyer pour les droits du peuple. Le débat ne s'est pas arrêté là. La question de la force militaire a aussi été remise sur la table. Côté algérien, on défend une vision plus large. Ce n'est pas uniquement le nombre de chars ou la taille du budget qui fait la différence, mais l'homme, l'entraînement, la solidarité entre les troupes et surtout la détermination mentale à protéger la patrie. Dans cette logique, certains préviennent. Toute tentative d'agression pourrait bien se heurter à un mur solide. Car selon cette grille de lecture, l'Algérie, forte de son expérience et de son unité entre peuple et armée, se tient prête, et non pas pour parade. Ce n'est pas un simple duel verbal, ni une querelle d'ego médiatique. Ce que l'on observe des deux côtés, c'est une montée en intensité qui révèle une fracture bien plus ancienne et profonde. Au-delà des mots tranchants et des micros tendus, c'est un cocktail explosif de blessures historiques, d'accords géopolitiques sensibles, de frontières disputées, de normalisation contestée, d'alliances mouvantes et d'influences étrangères qui alimentent cette crise de confiance. Mais ce qui donne à cette séquence toute sa résonance, c'est le poids symbolique. Car ici, un regard, une posture, une phrase, comme celle de Hafid Deradji, ou un geste militaire apparemment anodin, peuvent valoir 1000 manifestes. Ces signes parlent à l'instinct plus qu'à la raison. Ils capturent les non-dits, cristallisent les tensions,
réveille les identités. Ce n'est donc pas une anecdote de plus dans le feuilleton algéro-marocain. C'est un épisode chargé, nourri d'aspirations contradictoires autour de l'avenir, de la souveraineté, du sens même d'appartenir à une communauté. Un langage que comprennent ceux qui se sentent encore libres de penser et que traduisent ceux qui se prennent pour les interprètes éclairés de leur peuple. Et pendant que les discours s'enchaînent et que les regards se durcissent, les citoyens du Maghreb, eux, vivent chaque écho de cette confrontation en espérant que tôt ou tard, la sagesse reprendra le micro et que l'escalade cédera la place à une vraie conversation. Car ce que l'on vit là dépasse la simple rhétorique. C'est une onde de choc politique, culturel, presque existentielle, tissée de mémoire collective et d'angoisses géostratégiques encore brûlantes. Les mots lancés ces derniers temps, parfois débordants de passion, parfois emportés par une émotion à fleur de peau, ne relèvent pas de simples envolées lyriques. Ils trahissent un profond malaise régional et un clivage de plus en plus visible dans la manière d'envisager le présent et d'imaginer l'avenir. Ce fossé idéologique ne se limite plus aux échanges virtuels ni aux débats de salon télévisés. Il touche au nerf central du débat, car au fond de cette agitation, c'est bien la souveraineté qui cristallise les tensions. En Algérie, cette notion n'est pas une formule qu'on agite à la moindre occasion, ni un concept flou qu'on utilise pour enjoliver les discours. Non, elle porte le poids du sang versé, des combats menés, des cicatrices gravées dans la mémoire collective. Elle est ancrée dans l'honneur national, héritée des années de lutte et chargée d'une conviction farouche. L'indépendance n'est pas un acquis figé dans le marbre de l'histoire. C'est un chantier perpétuel à entretenir, à défendre, à préserver, coûte que coûte. C'est à travers ce prisme que le geste du soldat algérien, figé à la frontière, a été interprété comme un symbole fort, presque sacré. Un acte muet, sans effet de manche, mais d'une clarté saisissante. Là où les discours s'éternisent sans convaincre, une simple posture a suffi pour dire l'essentiel. Ce moment a été vécu comme le reflet d'un état lucide, debout sur ses principes, qui connaît ses limites et refuse catégoriquement que l'on banalise, même à travers un geste anodin, ce qu'il perçoit comme une atteinte, fût-elle symbolique, à sa souveraineté. Et puis il y a Hafid Deradji. Impossible de dissocier ces mots du rôle qu'il incarne dans le paysage médiatique maghrébin. Que l'on partage ses positions ou non, ses interventions font mouche. Pourquoi? Parce qu'elles s'inscrivent dans une ligne claire, sans faux-semblants, sans détour, un engagement assumé, une parole franche, un goût certain pour les sujets qui dérangent. En abordant de front des thèmes aussi inflammables que la normalisation avec Israël, les symboles identitaires ou encore le fameux terme « kabrana », il met le doigt là où ça pique, réveillant chez beaucoup des émotions enfouies, parfois contradictoires, mais jamais indifférentes. Pour les uns, Hafid Deradji a le mérite de formuler à voix haute ce que beaucoup n'osent qu'à voix basse. Pour les autres, il souffle sur des braises qui n'avaient pas besoin d'un souffle de plus. Mais qu'on le soutienne ou qu'on le critique, force est de reconnaître qu'il met sur la table des sujets que beaucoup préfèrent contourner à petits pas ou noyer dans le politiquement correct. Parmi ces sujets brûlants, la normalisation avec Israël cristallise les oppositions. Car au-delà des calculs géostratégiques et des signatures diplomatiques, ce dossier touche à des couches bien plus profondes, celles de la mémoire, des valeurs morales et des symboles que les sociétés maghrébines portent comme un héritage intime. La Palestine, pour nombre de citoyens, n'est pas un simple nom inscrit sur une carte. C'est un repère moral, un test de cohérence entre ce que l'on proclame et ce que l'on cautionne. Ainsi, tout rapprochement affiché avec l'État israélien est perçu, chez une large partie de l'opinion, non seulement comme une entorse à des principes fondamentaux, mais comme une faille qui pourrait, à terme, compromettre l'équilibre régional. Cette inquiétude est nourrie par des soupçons persistants.
et si les intentions d'Israël allaient bien au-delà des protocoles officiels. Et si l'économie ou la sécurité n'étaient que des vitrines pour une implantation discrète mais durable. Des questions qui alimentent une défiance que ni les chiffres ni les discours technocratiques ne parviennent à désamorcer. Pendant qu'une partie du débat s'enflamme au nom des principes, il serait simpliste, voire malhonnête, d'écarter les autres grilles de lecture. Certains analystes, plus terre à terre, rappellent que le monde ne tourne pas autour des symboles seuls, mais aussi selon des logiques de puissance, d'alliance et de calcul froid. Dans ce regard plus pragmatique, la normalisation ou la prise de position ne sont pas toujours des trahisons, mais des choix stratégiques pour préserver ce que l'on considère être son intérêt national. C'est justement ce choc de perception entre idéal et réel politique qui alimente les tensions verbales et rend le dialogue presque impossible. Chacun parle sa propre langue, forgée par son histoire, ses priorités, ses cicatrices. Et forcément, les malentendus s'accumulent. Mais si les opinions s'opposent, c'est aussi parce qu'elles sont exacerbées par une arène désormais incontournable, celle des écrans. Dans cet affrontement version 2.0, les plateformes numériques, les médias en continu et les réseaux sociaux agissent comme des caisses de résonance infernales. Ils attrapent une phrase, la coupent, l'emballent, la diffusent et en font une bombe émotionnelle. Une image sortie de son contexte, un geste mal interprété, et voilà qu'on alimente l'indignation à grande échelle. Résultat, les nuances disparaissent, la polarisation s'amplifie et le débat devient spectacle. L'émotion l'emporte, pendant que la réflexion recule. Et sous cette couche de fracas, une inquiétude sourde persiste. L'avenir du Maghreb, autrefois tissé de liens fraternels et de rêves partagés, semble aujourd'hui otage d'un jeu d'échecs géopolitique. Une région riche de son histoire et de ses peuples se retrouve enfermée dans des rivalités entretenues, des récits opposés, des blessures jamais vraiment refermées. Chaque tension réveille les fantômes du passé et creuse un peu plus le fossé. Pourtant, derrière tout ce tumulte, une vérité demeure. Malgré les crispations, les peuples maghrébins sont liés par la géographie, la culture, les souvenirs et l'instinct